Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir quels sont les mécanismes de réplication de l'ADN qui se produit avant les divisions cellulaires, que ce soit la mitose ou la méiose. Alors, comme on peut le voir sur ces graphiques que nous avons réalisés dans les deux activités précédentes, chaque division, que ce soit la mitose ou la méiose, représentée en orange ici sur ces graphiques, est systématiquement précédée d'une phase où la quantité d'ADN par cellule initiale, cellule mère, va être multipliée par 2. C'est la phase de réplication, nommée aussi phase S, qui est une phase qui se produit durant une phase plus importante qu'on qualifiait d'interphase. Alors lorsqu'on regarde l'ADN d'une cellule, au moment où cette phase S se produit, lorsque cet ADN est observé au microscope, ici microscope électronique bien évidemment, puisque ce sont des molécules que l'on peut voir, on note que sur le filament d'ADN, eh bien, de part en part, on trouve ce que l'on appelle des yeux de réplication, c'est-à-dire ce sont des zones où les deux brins d'ADN qui composent chaque molécule d'ADN sont séparés, et ce sont des zones, au niveau de ces zones-là, que va se produire la réplication. On le voit sur un filament d'ADN. En vérité, on a de très nombreux yeux de réplication au niveau desquels ce mécanisme se produit. Et la zone qui est indiquée ici, où se produit plus précisément la réplication, c'est-à-dire où les nucléotides viennent s'accrocher, c'est ce qu'on appelle la fourche de réplication. Alors des expériences très célèbres, les expériences de Mendelssohn et Stahl ont été réalisées pour essayer de comprendre quels étaient les mécanismes de cette réplication. Alors à l'époque, il y avait trois hypothèses qui étaient retenues, une hypothèse conservative, une hypothèse semi-conservative, conservatrice, d'accord, et une troisième dispersive. Alors nous allons voir à partir des résultats de Mendelssohn et Stahl et de ces trois hypothèses, quelle est celle qui a pu être retenue grâce aux résultats obtenus. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ces expériences? Bien, en vérité, on cultivait des bactéries pendant de très nombreuses générations sur de l'azote lourd, donc légèrement plus lourd, avec une densité de 1,724. Et donc, lorsqu'on centrifuge l'ADN qui est extrait de ces générations de bactéries, on peut obtenir donc justement une séparation de cet ADN qui se trouve à une densité de 1,724. Lorsqu'on cultive des bactéries qui ne vont contenir que de l'azote léger, c'est-à-dire de l'azote 14, lorsqu'on fait éclater ces bactéries, on récupère l'ADN, on centrifuge, on obtient une densité de 1,710. Voilà, alors les expériences de Mendelssohn et Stahl qui ont été réalisées sont les suivantes. Ils avaient cultivé des bactéries sur de l'azote 15 pendant de très nombreuses générations, et puis ensuite, à la génération suivante, ils ont intégré de l'azote 14. Et donc, les bactéries qui ont intégré cet azote 14 ont formé leurs molécules d'ADN, leurs deux molécules d'ADN avant de se séparer, subir la division cellulaire, et on retrouve finalement cette première génération de l'ADN avec une densité de 1,717, c'est-à-dire intermédiaire entre 1,710 et 1,724. Et à la deuxième génération, en continuant de cultiver une partie de ces bactéries sur de l'azote 14, on trouve cette fois-ci deux bandes, c'est-à-dire de l'ADN exclusivement avec une densité de 1,710 et de l'ADN avec une densité de 1,717. Voilà, c'est ces résultats qu'on va interpréter tout de suite. Alors, pour interpréter ces résultats, on peut réaliser les schémas suivants. Si on a l'hypothèse conservative, qui est celle qui est en conservatrice, qui est celle qui est représentée en haut, on aurait à chaque fois qu'une molécule d'ADN d'un chromosome, à chaque réplication, on aurait donc formation d'une molécule tout à fait nouvelle avec uniquement de l'azote, des bases azotées avec de l'azote léger, représenté en rouge ici. Avec l'hypothèse semi-conservatrice, on aurait chaque molécule d'ADN formée possédant un brin de la molécule initiale, donc lourd, et un brin néoformé, représenté en rouge ici, et donc entre guillemets, disons, léger. Dans l'hypothèse dispersive, on aurait à la fois, par rapport à la molécule initiale, autant de nucléotides rouges que de nucléotides bleus, entre guillemets, lourds que légers, à la première division, mais ceci de manière dispersée dans la molécule d'ADN. Alors, ici, bien évidemment, si on fait éclater la première génération de bactéries, on se retrouve avec deux types de molécules d'ADN, une à 724 et une à 710. Ce qui n'est pas le résultat obtenu, puisqu'on n'obtenait qu'une bande à 1,717. Donc on peut déjà rejeter l'hypothèse conservatrice. En revanche,
à cette première génération, donc le résultat qu'on obtient, eh bien, valide les deux premières hypothèses, les deux hypothèses suivantes, semi-conservatrices, puisqu'on aurait bien de l'ADN avec une densité intermédiaire, et l'hypothèse dispersive. Dans les deux cas, on aurait de l'ADN avec une densité de 1,717. Il faut donc poursuivre l'expérience en continuant d'intégrer de l'azote 14 dans ces molécules d'ADN. Et là, on se retrouve finalement avec l'hypothèse conservatrice où l'on aurait une molécule entièrement légère, formée que d'azote léger, et une molécule de densité intermédiaire avec un brin d'ADN lourd, un brin d'ADN léger. Cette hypothèse est retenue. Qu'en est-il de l'hypothèse dispersive ? Eh bien, si on continue d'intégrer des nucléotides rouges, entre guillemets, on aurait une densité pour chacune des molécules d'ADN qui serait intermédiaire entre 1,710 et 1,717, puisqu'on aurait beaucoup plus de nucléotides rouges que de nucléotides bleus, mais on aurait encore des nucléotides bleus dans les deux molécules. L'expérience de Meselson et Stahl permet de retenir l'idée que la réplication est semi-conservative. D'autres études ont montré qu'il existait une enzyme fondamentale dans ce processus de réplication. Elle a été isolée dans les années 1960. Alors, si l'on réalise une modélisation moléculaire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a en fait une enzyme qui vient entourer la molécule d'ADN en cours de réplication. Ici, on a un brin initial, le brin ancien qui est le brin rouge, et puis on a des petits fragments d'ADN qui viennent se construire, se polymériser à partir de nucléotides libres sur le modèle de ce brin d'ADN en respectant la complémentarité. Et donc ici, on a modélisé une réplication en cours. Donc on a cette enzyme qui permet l'accrochage de nucléotides les uns aux autres en respectant la règle de complémentarité des bases azotées sur un brin modèle, le brin ancien qui est représenté ici en rouge. Alors en schématisation, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors on peut faire un schéma simple, c'est celui que vous pourrez faire dans un devoir éventuellement, où l'on voit qu'on a la molécule mère d'ADN qui s'est ouverte au niveau d'une fourche de réplication, et puis on a des nucléotides donc, qui viennent s'associer sur chacun des deux brins laissés libres. Donc sur le brin du haut, eh bien, en face du A est venu se placer un T, puis en face du G un C, puis en face du C un G, ainsi de suite. On retrouve la règle de complémentarité, cela grâce à des nucléotides libres qui viennent s'accrocher les uns aux autres, et c'est l'ADN polymérase qui va permettre à cette réaction de se produire. On a la même chose sur le brin du bas, et qu'est-ce qu'on retrouve finalement ? Bien, si l'on compare la molécule du haut et la molécule du bas, les deux molécules d'ADN, on se retrouve avec deux molécules strictement identiques, les deux futurs chromatides de chacun des chromosomes, deux futurs chromatides strictement identiques, possédant strictement la même séquence en nucléotides. Sur un schéma un peu plus conforme à la réalité, mais un peu plus complexe, donc pas forcément au niveau de première, en vérité on découvre qu'il y a deux jeux d'ADN polymérase au niveau d'une fourche de réplication, l'une qui va s'occuper du brin du haut ici sur le schéma, l'autre du brin du bas, et en fait ces deux ADN polymérases vont construire les brins d'ADN complémentaires nouveaux, les brins néoformés, en des sens opposés. Ça tient aux propriétés des nucléotides et de la molécule d'ADN et au mode de fonctionnement de l'ADN polymérase. Ça, c'est plutôt du niveau supérieur. Alors, si l'on replace cette réplication, donc cette phase S, dans un cycle cellulaire, eh bien, on se rend compte que cette phase S se déroule lors d'une phase plus générale qu'on appelle l'interphase. Alors avant la phase S, en vérité, on a des chromosomes à une chromatide qui sont totalement déroulés. On a dans le schéma en haut à droite une idée, une représentation du degré de compaction de l'ADN lorsque la cellule ne se divise pas, lorsque la cellule est en cours de division. Donc bien évidemment, en interphase, l'ADN de chacun des chromosomes, chez nous par exemple des 46 chromosomes, 46 molécules d'ADN, l'ADN est totalement décondensé. Et puis en phase S, on voit apparaître des yeux de réplication. Donc pour chaque chromosome, la réplication de la molécule d'ADN composant le chromosome à une chromatide va se dupliquer par les mécanismes que nous venons d'évoquer. Et puis ensuite, on se retrouve dans une phase G2 qui va préparer la mitose, où les chromosomes sont à deux chromatides, mais totalement déroulés. Durant toute cette interphase, l'ADN composé des chromosomes est complètement déroulé, décompacté. Et puis la mitose, on retrouve, est une phase où les chromosomes sont donc condensés, bien visibles.
on retrouve les phases de la mitose qu'on a déjà évoquées, je ne reviens pas dessus. À l'issue de cette mitose, on retombe dans une phase G1 où les chromosomes, bien évidemment, sont simples puisque les deux chromatides ont été séparés et l'ADN se décondense à nouveau.